Cette caverne me donne toujours des frissons. Tu sais ce que les anciens racontent? Ils disent que c'est ici que le grand roi sorcier Sumaoro Kanté s'est réfugié lors de sa dernière bataille. Ah, tu connais cette histoire. Mais connais-tu toute l'histoire? Celle qui explique comment il s'est retrouvé ici. Il aurait perdu sa bataille contre un autre grand roi. Je ne me souviens plus trop de comment il s'appelle celui-là. Sundiata Keita. Mon grand-père était un griot. Chaque soir, il nous contait la même histoire avant les autres. Pour qu'on ne l'oublie jamais, disait-il. C'est une histoire extraordinaire. Je me souviens encore de la première fois qu'il nous l'a racontée. J'étais tout simplement sidéré. Waouh! J'aimerais tellement l'entendre aussi. Ça doit donner des frissons. En effet, je peux te la raconter si tu veux. Je l'ai écoutée tellement de fois que même en dormant, je peux parfaitement la restituer. Oui, s'il te plaît. Je veux tellement l'écouter. Mon grand-père commençait toujours comme ça. Dans les vastes plaines du Mali ancien, où le soleil brûlant caresse les roses herbes dorées, et où le fleuve Niger serpente comme un ruban d'argent, une légende est née. C'est l'histoire d'un homme dont le destin était écrit dans les étoiles. Un homme qui allait changer le cours de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Son nom résonne encore aujourd'hui dans les champs glorieux des griots, Sundiata Keita, le lion du Mali. Notre histoire commence bien avant la naissance de Sundiata, dans le royaume du Do. Là-bas, vivait une femme nommée Dokamissa, sœur du roi Gnemo Diarra. Lésée par son frère, qui l'avait privée de son héritage, Dokamissa nourrissait une rage qui la consumait jour après jour. Cette colère finit par la transformer, lui conférant le pouvoir de se métamorphoser en un buffle terrifiant. Sous cette forme bestiale, Dokamissa semait la terreur dans le royaume, ravageant les récoltes et terrorisant les villageois. Le roi, impuissant face à cette menace, fit appel aux plus grands chasseurs du pays. C'est alors que deux frères chasseurs, Dan Massaoulani et Dan Massaoulamba, répondirent à l'appel. Les deux frères, rusés et respectueux des traditions, comprirent rapidement que ce buffle n'était pas ordinaire. Ils multiplièrent les offrandes et les marques de respect envers l'esprit du buffle. Touchés par leur sagesse, Dokamissa leur révéla le secret de sa vulnérabilité, à condition qu'ils promettent d'emmener la plus laide des jeunes filles du pays, au roi du Manden. Les chasseurs tinrent parole. Ils vainquirent le buffle et choisirent Sogolon Condé, une jeune fille bossue et laide, mais dotée de pouvoirs magiques extraordinaires. Ils l'emmenèrent au roi du Manden, Naré Magan Konaté, connu sous le nom de Magan, Konfata. Le roi, bien que surpris par l'apparence de Sogolon, se souvint d'une prophétie. Il lui avait été prédit qu'il engendrerait un fils extraordinaire, avec une femme laide. Sans hésiter, il épousa Sogolon, malgré les protestations de sa première épouse, Sassouma Bérété. Les mois passèrent, et le ventre de Sogolon s'arrondit. Le jour de l'accouchement, une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur le royaume. Les éclairs ébraient le ciel, le tonnerre grondait, comme jamais auparavant. Au plus fort de la tempête, un cri perça le tumulte, Sundiata était né. Mais la joie de cette naissance fut de courte durée. À mesure que les années passaient, l'inquiétude grandissait dans le cœur de Sogolon et du roi. Sundiata ne parlait pas, ne marchait pas. À 10 ans, il rampait encore comme un ver de terre. La cour s'en donnait à cœur de joie. L'infirme et sa mère étaient l'objet de moqueries cruelles au quotidien. Sassouma Bérété, la première épouse du roi, ne manquait jamais une occasion de rabaisser Sogolon et son fils infirme. Elle mettait en avant son propre garçon d'Ankarantouman, comme seul héritier légitime du trône. Le roi Magan, Konfata, malgré son amour pour Sundiata, commençait à douter de la prophétie. Un jour, alors qu'elle avait besoin de feuilles de baobab pour sa cuisine, Sogolon demanda à l'un des enfants de ses coépouses d'aller lui en cueillir. La mère de celui-ci s'y opposa farouchement. « Demande donc à ton fils infirme d'aller t'en chercher », rétorqua-t-elle sévèrement. Blessé par ses propos, Sogolon fondit en larmes. Des larmes qui ne laissent pas Sundiata indifférent. Quelque chose se brisa en lui. Les yeux brillants d'une détermination nouvelle, il demanda à sa mère d'aller lui chercher la barre de fer la plus lourde du forgeron royal. Sous les regards médusés de la cour rassemblée, Sundiata saisit la barre de fer. Ses muscles, jusque-là atrophiés, se tendirent. Dans un effort surhumain, il se redressa, pliant la barre de fer comme un simple bâton de bois. Il fit un pas, puis un autre, sa démarche devenant plus assurée à chaque instant. Mais, il ne s'arrête pas là. Sundiata se dirigea vers un énorme baobab qui trônait au centre de la cour. Sous les yeux ébahis de tous, il déracina l'arbre centenaire, à main nue. Tel un combattant qui rapporte son butin,
Il porta l'arbre jusqu'à sa mère, pour lui offrir ses feuilles dont elle avait besoin pour cuisiner. Ce jour-là, le lion du Mali s'était enfin éveillé. La démonstration de force de Sundiata ne fit qu'attiser la jalousie et la peur de Sassouma Berete. À la mort du roi Magan Konfata, elle manœuvra pour placer son fils Dankarantouman sur le trône, en dépit des dernières volontés du roi défunt. Craignant pour la vie de son fils, Sogolon décida de partir en exil avec Sundiata et ses frères et sœurs. Ainsi commença une longue période d'errance, parsemée d'épreuves et de dangers. Leur premier refuge fut Djedeba, chez le roi Mansa Konkon. Mais la traîtrise les y attendait. Sundiata, grâce à sa sagesse, déjoua un complot visant à l'assassiner. Forcés de fuir à nouveau, ils trouvèrent asile chez les sorcières de Varankantan Fouga, menées par la redoutable Dousoudamba. C'est là que Sundiata commença à forger son destin. Il apprit les secrets de la magie, affûta son esprit et son corps. Mais même dans ce havre, le danger les rattrapa. Une nouvelle tentative d'assassinat les força à reprendre la route. Leur périple les mena ensuite à Tabon, où le roi Fran Kamara les accueillit à bras ouverts. Sundiata et le roi se lièrent d'une amitié profonde. Ils scellèrent même une alliance qui s'avérait cruciale dans les années à venir. Mais le destin les appelait ailleurs. Ils rejoignirent une caravane de marchands, en route vers le royaume du Ouagadou, gouverné par le roi Soumaba Cissé. De là, ils furent envoyés à Mema, à la cour du roi Moussa Tounkara. C'est à Mema que Sundiata devint un homme. Il participa à ses premières batailles, révélant un talent inné pour la stratégie militaire. Sa réputation grandit, et à 18 ans, il fut nommé Kankoro Sigi, vice-roi de Mema. Pendant que Sundiata forgeait sa légende en exil, son pays natal sombrait dans le chaos. Un tyran sorcier, nommé Soumaoro Kanté, avait pris le contrôle du royaume de Sosso et étendait son emprise sur tout le Mandène. Ses exactions étaient terribles, sa cruauté légendaire. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut lorsque Soumaoro épousa de force Keleya, la femme de son propre neveu, Fakoli Doumbia. Cet acte, considéré comme un inceste, provoqua la révolte de Fakoli et de sa tribu. C'est alors que des émissaires du Mandène vinrent trouver Sundiata à Mema, le suppliant de revenir libérer son peuple. Le même jour, sa mère Sogolon, affaiblie par les années d'exil, rendit son dernier souffle. Sur son lit de mort, elle fit promettre à Sundiata de reconquérir le trône qui lui revenait de droit. Le cœur lourd, mais résolu, Sundiata quitta Mema, à la tête d'une petite armée. Sur son chemin, il rallia à sa cause de nombreux alliés, dont son vieil ami Fran Kamara. Chaque étape du voyage le rapprochait de son destin, chaque allié renforçait sa détermination. Enfin, les armées de Sundiata et de Soumaoro se rencontrèrent dans la vallée de Neugeboria. La bataille fut épique, les deux camps faisaient preuve d'un courage et d'une détermination sans faille. Mais malgré sa bravoure, Sundiata ne parvenait pas à blesser Soumaoro. Le roi sorcier semblait invulnérable, se déplaçant sur le champ de bataille, comme un spectre insaisissable. La victoire semblait impossible, jusqu'à ce que Balafaseke, le griot de Sundiata, et Nana Triban, sa sœur qui avait été forcée d'épouser Soumaoro, ne s'échappent du camp ennemi pour le rejoindre. Ils apportaient avec eux un secret crucial, la source du pouvoir de Soumaoro. Le tyran tirait sa puissance d'un talisman, un ergot de coq qu'il gardait toujours sur lui. Nana Triban était parvenue à le voler. Armé de cette connaissance, Sundiata prépara son coup de grâce. Lors de la bataille décisive de Kirina, Sundiata fixa l'ergot de coq à la pointe d'une de ses flèches. Au plus fort du combat, il décocha cette flèche unique sur Soumaoro. La pointe magique transperça les défenses du roi sorcier, le privant instantanément de ses pouvoirs. Réalisant sa défaite, Soumaoro prit la fuite, poursuivi par Sundiata, jusque dans les montagnes de Koulikoro. Là, selon la légende, le tyran déchu disparut dans une grotte, avalée par la montagne elle-même. La victoire de Sundiata marqua la fin de l'empire de Sosso et le début d'une nouvelle ère pour le Mandène. Mais le travail ne faisait que commencer. Sundiata comprit que pour unifier son peuple et bâtir un empire durable, il fallait plus que la force des armes. Il convoqua une grande assemblée à Kouroukan-Fouga, réunissant tous ses alliés et les représentants des différentes tribus du Mandène. Là, sous un grand fromager, fut établie la charte du Mandène, un ensemble de lois et de principes qui allaient régir le nouvel empire. Cette charte, révolutionnaire pour son époque, établissait les droits et les devoirs de chacun, abolissait l'esclavage et jetait les bases d'une société plus juste et plus égalitaire. Sundiata fut proclamé Mansa, empereur du Mali, et son règne marqua le début de l'âge d'or de l'empire du Mali.
Sous son règne, l'Empire s'étendit, englobant un vaste territoire de l'Afrique de l'Ouest. Les arts et les sciences fleurirent, le commerce prospéra, et la renommée de l'Empire du Mali s'étendit bien au-delà de ses frontières. La fin de la vie de Soundiata est entourée de mystères, comme il sied à une légende. Certains disent qu'il se noya dans la rivière Sankarani. D'autres, qu'il mourut paisiblement dans son palais à Dakar-Djalan, après avoir transmis ses dernières volontés à ses plus fidèles vassaux. Quelle que soit la vérité, l'héritage de Soundiata Keïta perdure. Son nom est encore chanté par les griots, son histoire transmise de génération en génération. Il reste dans la mémoire collective comme le fondateur du grand empire du Mali, le roi guerrier qui unifia son peuple, le législateur qui posa les bases d'une société plus juste. L'épopée de Soundiata Keïta est bien plus qu'un simple récit historique. C'est un mythe fondateur, une source d'inspiration, un rappel de la grandeur passée et du potentiel futur de l'Afrique. Dans chaque coup de balafon, dans chaque vers chanté par les griots, l'esprit du lion du Mali continue de rugir, traversant les siècles, pour nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la grandeur peuvent naître. Ainsi s'achève l'histoire de Soundiata Keïta, le lion du Mali. Mais son rugissement continue de résonner à travers les âges, un appel à la bravoure, à la justice et à l'unité pour tous ceux qui l'entendent. C'est extraordinaire. J'ai tellement de frissons. Mon grand-père nous racontait aussi d'autres histoires. Tiens par exemple, l'histoire de Mansa Moussa, un autre empereur du Mali. Un jour, je te la raconterai si tu veux.